La diligence s'arrêta dans une secousse devant le magasin général. Sarah pressa sa main gantée contre la vitre givrée. Son souffle se coupa à la vue de Nebraska City. La ville était ensevelie sous 60 centimètres de neige de janvier. Elle avait parcouru près de 3200 kilomètres depuis Boston pour épouser un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Et maintenant, en descendant dans la rue glacée en 1876, elle se demanda si elle n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie. Le froid mordit immédiatement sa robe de voyage en laine. C'était bien plus sauvage que tous les hivers qu'elle avait connus dans l'Est. Elle resserra sa fine cape autour de ses épaules, tandis que le vent lui fouettait le visage de cristaux gelés. « Vous, l'épouse par correspondance !» lança une voix bourrue depuis l'entrée du magasin. Sarah se retourna et vit une femme plus âgée, aux cheveux gris acier, qui l'étudiait avec une franche curiosité. « Quentin Barlow a prévenu que vous arriviez aujourd'hui. » Sarah hocha la tête, ses dents commençant déjà à claquer. « Oui, madame, je suis Sarah Hartley. Est-ce que M. Barlow est là pour m'accueillir? » L'expression de la femme changea pour quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Sarah sentit son estomac se nouer avant même que les mots ne sortent. « Vous feriez mieux d'entrer, ma petite. Mettez-vous au chaud d'abord. » À l'intérieur du magasin, un poêle ventru dégageait une chaleur bienfaisante. Sarah s'en approcha avec reconnaissance, pendant que la femme plus âgée s'affairait à verser du café d'une cafetière en fer blanc cabossé. Les autres clients du magasin s'étaient tus. Ils observaient Sarah avec des expressions allant de la sympathie à l'inquiétude. Elle sentit les premières véritables palpitations de peur dans sa poitrine. « Je m'appelle Margaret Foster », dit la femme en tendant à Sarah une tasse ébréchée de café fumant. « Je tiens ce magasin avec mon mari. Quentin Barlow était un homme bon, mademoiselle Hartley. Je suis vraiment désolé d'être celle qui vous l'annonce, mais il est mort il y a 3 semaines. Une pneumonie l'a emporté dans son sommeil. » La tasse de café faillit glisser des doigts de Sarah. « Il est mort, mais j'ai reçu sa dernière lettre il y a seulement 6 semaines. Il disait qu'il attendait avec impatience mon arrivée pour commencer notre vie ensemble. Les choses vont vite par ici en hiver, » dit doucement Margaret. « Le froid est impitoyable. Il est tombé malade soudainement et le docteur Peterson n'a rien pu faire pour lui. » Sarah s'effondra sur une chaise en bois près du poêle, l'esprit en plein désarroi. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour payer son voyage vers l'Ouest. Elle avait dit au revoir à ses sœurs, à la seule vie qu'elle ait jamais connue. Rester à Boston signifiait devenir un fardeau pour ses frères et sœurs mariés, ou accepter un poste de gouvernante dans une riche demeure. Quentin Barlow avait semblé être une solution et même une source d'espoir. Ses lettres étaient attentionnées, pleines de descriptions du Nebraska. Il promettait une vie modeste, mais confortable, dans son petit ranch. Maintenant, il était mort, et elle était coincée dans une ville gelée où elle ne connaissait personne. Elle n'avait en poche que 4,30 $. Qu'est-ce que je vais faire? Les mots sortirent dans un murmure à peine audible. Margaret échangea un regard avec son mari, un homme au visage buriné qui empilait des boîtes de conserve sur une étagère. « Vous pouvez rester dans notre arrière-boutique cette nuit, » proposa-t-elle. « Demain, nous trouverons une solution. Peut-être pourriez-vous travailler ici au magasin pendant un temps pour gagner de quoi payer votre retour dans l'Est. » Mais Sarah savait avec une certitude glaciale que 4 $ ne suffiraient même pas à payer le début d'un billet de retour pour Boston. L'idée de travailler des mois, voire des années, pour économiser assez la remplissait de désespoir. Elle avait 22 ans, seule dans un climat hostile, sans perspective et sans famille vers qui se tourner. Elle avait été si prudente, si convenable toute sa vie. Et pourtant, la voilà, démunie et abandonnée par le destin. La porte du magasin s'ouvrit violemment, laissant entrer une rafale de vent arctique et un grand homme vêtu d'un lourd manteau en peau de mouton. Il tapa des pieds pour enlever la neige de ses bottes et repoussa le bord de son chapeau. Il révéla un visage à la fois jeune et buriné, avec des pommettes saillantes et des yeux bleus surprenants. Malgré sa détresse, Sarah se surprit à le dévisager. Elle observa la ligne forte de sa mâchoire et la façon dont ses cheveux sombres bouclaient légèrement sur son col. « Bonjour, Margaret, Henry, » dit-il, sa voix un grondement profond. « Il me faudrait encore 50 livres de grains si vous en avez. Les chevaux en consomment plus vite que prévu avec cette vague de froid. »« Nous en avons, Quentin, » dit Henry Foster, et la tête de Sarah se releva brusquement. « Quentin, » répéta-t-elle,
et l'homme se tourna pour la regarder pleinement pour la première fois. Mais je pensais que Quentin Barlow était mort. Quentin Barlow est mort, dit l'homme, les sourcils froncés par la confusion. Je suis Quentin Barrett. Qui êtes-vous? Voici Sarah Hartley, dit rapidement Margaret. Elle vient d'arriver par la diligence. Elle devait épouser Quentin Barlow. La compréhension apparut sur le visage de Quentin Barrett, suivie de quelque chose qui pouvait être de la sympathie. C'est un coup dur du sort, dit-il doucement. Je suis désolé pour votre perte, mademoiselle Hartley. Je ne l'ai jamais rencontrée, dit Sarah, et elle détesta la façon dont sa voix tremblait. J'ai fait tout ce chemin en tant que son épouse par correspondance, et maintenant je suis coincé ici sans nulle part où aller. Quentin Barrett resta silencieux un long moment, l'étudiant de ses yeux bleus perçants. Il devait avoir environ 26 ou 27 ans, devina Sarah. Il avait la carrure mince et musclée d'un homme qui travaillait dur pour gagner sa vie. Il y avait quelque chose de solide en lui, quelque chose qui suggérait la fiabilité et la force. Sarah se surprit à espérer désespérément qu'il pourrait offrir une solution qu'elle n'avait pas encore envisagée. « Savez-vous cuisiner ?» demanda-t-il enfin. Sarah cligna des yeux, surprise par cette question inattendue. « Oui, je sais cuisiner, faire le ménage, coudre et tenir les comptes. » Pouvez-vous vous occuper des travaux de ranch, nourrir les poules, ramasser les œufs, traire les vaches, ce genre de choses? J'ai grandi en aidant ma mère à des tâches similaires avant que nous déménagions en ville, dit Sarah prudemment, ne sachant pas où il voulait en venir. Je suis prête à apprendre tout ce qu'il faut savoir. Quentin Barrett hocha lentement la tête comme s'il prenait une décision. J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Hartley. Je tiens un petit ranch à environ 8 kilomètres de la ville. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste quelques chevaux, du bétail, des poules et un potager pendant les mois chauds. J'ai perdu ma gouvernante il y a 2 mois. Elle est partie vivre à Omaha avec sa fille. Depuis, je me débrouille seul. La maison est en désordre. Je suis un très mauvais cuisinier. Et je suis fatigué de manger des haricots brûlés et du pain rassis. Si vous êtes d'accord pour venir travailler pour moi comme gouvernante, je vous paierai 20 $ par mois, plus le gîte et le couvert. Vous auriez votre propre chambre et je vous donne ma parole, je me comporterai avec la plus grande bienséance. Au printemps, si vous voulez partir, je vous paierai le voyage de retour vers l'Est ou n'importe où ailleurs où vous voudrez aller. Le cœur de Sarah se mit à battre plus vite. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu, ni ce qu'elle avait espéré, mais c'était infiniment mieux que la misère. Vous m'engageriez comme ça, vous ne me connaissez même pas. Je suis un bon juge de caractère, dit simplement Quentin. Et Margaret ici connaît tous ceux qui passent par Nebraska City. Si elle ne m'a pas déjà mis en garde contre vous, alors j'imagine que vous devez être digne de confiance. Margaret sourit à cette remarque. Elle a l'air d'une fille bien, Quentin. Je pense que ce serait un bon arrangement pour vous deux. Sarah regarda Margaret, puis Quentin Barrett, essayant de lire la vérité sur leur visage. L'expression de Quentin était ouverte et honnête, sans aucune trace du calcul lubrique qu'elle aurait pu attendre d'un homme offrant d'accueillir une inconnue chez lui. Il avait simplement l'air de quelqu'un qui avait trouvé une solution pratique à des problèmes mutuels. « J'accepte votre offre, Monsieur Barrett, » dit-elle doucement, « et je vous remercie de votre gentillesse. »« Appelez-moi Quentin, » dit-il, « et de rien, Sarah. Si Margaret le permet, j'aimerais acheter quelques provisions. Ensuite, nous devrions rentrer au ranch avant la tombée de la nuit. Les routes sont dangereuses après la nuit par ce temps. » L'heure suivante passa dans un tourbillon d'activités. Sarah récupéra ses 2 malles cabossées au bureau de la diligence. Pendant ce temps, Quentin chargeait son chariot de grains, de farine, de sucre, de café et d'autres denrées de base. Margaret insista pour ajouter un châle de laine chaud aux maigres possessions de Sarah. Elle refusa tout paiement, lui disant de le considérer comme un cadeau de bienvenue. Au moment de leur départ, le soleil d'hiver descendait déjà vers l'horizon, projetant de longues ombres bleues sur la neige. Le chariot de Quentin était robuste et bien entretenu, tiré par 2 solides chevaux de trait dont le souffle formait de la vapeur dans l'air glacial. Il avait étalé plusieurs couvertures épaisses sur le siège, et il en borda 2 autres autour de Sarah une fois qu'elle fut montée à côté de lui. Malgré tout, le froid était brutal,
s'infiltrant à travers chaque couche de vêtements et lui faisant mal aux os. Il fera encore plus froid une fois le soleil couché, dit Quentin en claquant les rênes, et les chevaux s'ébranlèrent. Mais nous devrions arriver au ranch d'ici 1 heure si les routes tiennent. Sarah hocha la tête, n'osant pas parler de peur que ses dents ne claquent. Le paysage qui défilait était magnifique, d'une beauté rude et impitoyable. Des champs blancs sans fin, parsemés de bouquets d'arbres sombres, le tout enveloppé dans le silence cristallin du plein hiver. Les seuls bruits étaient le craquement des roues du chariot dans la neige et le martèlement rythmé des sabots des chevaux. « Parlez-moi de vous, » dit Quentin après un moment de route. « Qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans l'Ouest comme épouse par correspondance? » Sarah réfléchit à ce qu'elle devait révéler. « Mes parents sont morts il y a 4 ans, dit-elle finalement. Mon père était commerçant à Boston et nous avions une vie confortable jusqu'à ce qu'il développe une mauvaise toux qui s'est transformée en phthisie. Il est mort le premier et ma mère l'a suivi 6 mois plus tard. J'ai 2 sœurs aînées, toutes 2 mariées avec des enfants, et un frère plus jeune qui travaille comme commis. Je ne voulais être un fardeau pour aucun d'eux. Alors, quand j'ai vu l'annonce de Quentin Barlow, cela m'a semblé être une occasion de prendre un nouveau départ. Il a fallu du courage, dit Quentin, venir de si loin pour épouser un étranger. Ou de la folie, dit Sarah avec un léger sourire. Je n'ai pas encore décidé. Quentin eut un petit rire, un son chaleureux qui semblait incongru dans ce paysage gelé. Peut-être les deux, mais je pense que quiconque est prêt à prendre un tel risque a un esprit fort, et ça a de la valeur par ici. Et vous? Demanda Sarah, encouragée par son ouverture. Avez-vous toujours été éleveur? Je suis né dans le Missouri, dit Quentin. Mon père était fermier et j'étais le plus jeune de 5 fils. Quand la guerre est arrivée, mes 3 frères aînés se sont enrôlés dans l'armée de l'Union. 2 d'entre eux sont morts à Shiloh et le 3e est rentré avec une jambe en moins. Après la guerre, il n'y avait pas assez de terre pour nous tous, alors je suis parti vers l'ouest pour tracer ma propre route. J'ai travaillé comme vacher pendant plusieurs années, j'ai économisé mon argent et j'ai acheté ce ranch il y a 3 ans. Il est petit, mais il est à moi, et j'ai l'intention de l'agrandir une fois que j'aurai le capital. Il y avait une fierté tranquille dans sa voix, et Sarah se surprit à le respecter pour cela. Il avait bâti quelque chose à partir de rien par son travail acharné et sa détermination, tout comme elle avait espéré bâtir une nouvelle vie. Peut-être que cet arrangement fonctionnerait après tout. Le ranch, quand ils l'atteignirent enfin, était modeste mais bien entretenu. La maison principale était une structure d'un seul étage en rondin grossièrement taillé. Elle avait un toit très pentu pour évacuer la neige et une cheminée en pierre d'où aucune fumée ne s'échappait pour le moment. À proximité se trouvait une grange solide, un poulailler et plusieurs autres petits bâtiments. Tout semblait solide et soigneusement entretenu, ce que Sarah prit comme un bon signe du caractère de Quentin. « Laissez-moi d'abord allumer un feu, » dit Quentin en l'aidant à descendre du chariot. « Entrez, la porte n'est pas verrouillée. » L'intérieur de la maison était sombre et froid, mais à mesure que les yeux de Sarah s'habituaient, elle put voir qu'elle se composait de 3 pièces. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon. Il y avait une grande cheminée en pierre à une extrémité, une cuisinière en fonte, une table en bois brut avec 4 chaises et une paire de fauteuils usés mais confortables près de l'âtre. 2 portes partaient de cet espace central, menant vraisemblablement aux chambres. Quentin entra derrière elle, portant une brassée de bois fendu qu'il disposa rapidement dans la cheminée. En quelques minutes, il fit crépiter un feu joyeux et Sarah s'en approcha avec reconnaissance, tendant ses mains gelées vers la chaleur. « Je vais rentrer vos malles et m'occuper des chevaux, » dit Quentin. « Votre chambre est derrière la porte de gauche. Il y a un lit, une commode et une table de toilette. Rien d'extraordinaire, mais ça devrait être assez confortable. Faites comme chez vous et je nous préparerai à dîner une fois que j'aurai fini avec les animaux. » « Je peux préparer le dîner, » protesta Sarah. « C'est pour ça que vous m'avez engagé, après tout. » Quentin sourit, et Sarah remarqua pour la première fois que cela transformait tout son visage, adoucissant les traits durs et le faisant paraître plus jeune. « Demain, vous pourrez commencer à gagner votre salaire. Ce soir, vous êtes une invitée qui a eu un long et difficile voyage. Reposez-vous, réchauffez-vous, et laissez-moi m'occuper de tout. » Il disparut à l'extérieur avant qu'elle ne puisse argumenter davantage,
et Sarah profita de l'occasion pour explorer sa nouvelle chambre. Elle était petite mais propre, avec un lit étroit recouvert d'un couvre-lit délavé, une commode robuste et une table de toilette avec une cuvette en porcelaine ébréchée. Une petite fenêtre donnait sur la grange. Cette grange, bien que la vitre soit actuellement couverte de motifs de givre complexes. Quelqu'un s'était efforcé de rendre la pièce accueillante avec des tapis de chiffon sur le sol et des rideaux en calicot à la fenêtre. La gouvernante précédente, devina Sarah, et elle ressentit un moment de connexion avec cette femme inconnue qui avait vécu et travaillé dans cet endroit isolé. Quentin fit plusieurs allers-retours pour rentrer ses malles et les provisions du chariot. Puis il s'absenta pendant près d'une heure pour s'occuper des chevaux et des autres animaux. Sarah profita de ce temps pour déballer ses quelques affaires et s'approprier la pièce. Elle n'avait pas apporté grand-chose. Plusieurs tenues de rechange, la Bible de sa mère, un daguerréotype de ses parents, quelques livres et son panier à couture. Tout rentra facilement dans la commode et elle disposa la photographie et la Bible sur le dessus, créant un petit hôtel à la vie qu'elle avait laissé derrière elle. Quand Quentin revint enfin, tapant de la neige de ses bottes et secouant les cristaux de glace de son manteau, Sarah était sortie de sa chambre. Elle examinait le contenu de son garde-manger d'un œil critique. Elle trouva de la farine acceptable, des haricots secs qui avaient besoin de tremper, un peu de lard salé et très peu d'autres choses. L'homme n'avait pas exagéré sur son incapacité à se nourrir correctement. « Je croyais que c'était moi qui cuisinais ce soir, » dit Quentin, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement déçu de la voir prendre les choses en main. « Vous avez dit que je pouvais commencer demain, » répondit Sarah. « À Boston, c'est déjà demain, alors je suppose que ça compte. » Quentin éclata de rire à cette remarque, et Sarah ressentit une petite lueur de plaisir de l'avoir amusé. Elle se mit à préparer un simple souper de haricots et de lard salé, pas sophistiqué, mais nourrissant et chaud. Pendant qu'elle travaillait, Quentin s'assit à la table et la regarda. Elle se sentit hyper consciente de sa présence, d'une manière qui n'était pas entièrement inconfortable. « Vous vous déplacez dans une cuisine comme si vous saviez ce que vous faites, » observa-t-il. « Ma mère a insisté pour que toutes ses filles apprennent à cuisiner correctement, » dit Sarah. Elle disait que c'était une compétence dont nous aurions besoin, quel que soit le type de vie que nous mènerions, et elle avait raison. Ils mangèrent ensemble à table, et Sarah fut surprise de la facilité avec laquelle la conversation coulait. Quentin lui parla du ranch, de ses espoirs d'augmenter son troupeau et d'élever un jour des chevaux de qualité. Sarah parla de Boston, de son enfance avant la mort de ses parents, des livres qu'elle aimait lire. La lumière du feu projetait des ombres chaudes dans la pièce et dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur c'était chaud et paisible. « Vous devriez savoir quelque chose, » dit Quentin, alors qu'il finissait le repas. « Je veux être complètement honnête avec vous sur la raison pour laquelle j'ai fait cette offre. Ce n'est pas seulement parce que j'ai besoin d'une gouvernante, même si c'est le cas. Et ce n'est pas parce que je suis une personne si charitable, bien que j'aime à penser que j'aiderais quelqu'un dans le besoin si je le pouvais. La vérité, c'est que je songe à trouver une femme. Ce ranch est trop difficile à gérer pour une seule personne, surtout en hiver. J'ai besoin d'une partenaire, de quelqu'un avec qui construire une vie. Mais je ne suis pas doué avec les mots et je ne sais pas comment courtiser une femme correctement. Quand je vous ai vu dans le magasin, si perdue et effrayée, mais essayant d'être courageuse, j'ai pensé que nous pourrions peut-être nous entraider. » Le cœur de Sarah se mit à battre plus vite. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? » « Je veux dire que si nous nous entendons bien, si nous découvrons que nous nous convenons, peut-être que cet arrangement pourrait devenir quelque chose de plus permanent, » dit Quentin prudemment. « Mais je ne veux pas que vous ressentiez la moindre pression. Vous aurez votre propre chambre, votre propre salaire et une liberté totale de partir si c'est ce que vous voulez. Je vous demande juste de garder l'esprit ouvert à la possibilité de rester, non pas comme une employée, mais comme une épouse. » Sarah resta assise, très immobile, digérant cette information. C'était presque exactement ce qu'elle avait espéré en acceptant d'épouser Quentin Barlow, mais d'une certaine manière, cela semblait différent. Quentin Barrett n'était pas un étranger écrivant des lettres soigneusement composées. C'était une personne réelle, assise en face d'elle, la regardant avec ses yeux bleus qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme. La perspective de l'épouser était à la fois terrifiante et étrangement séduisante. « Je garderai l'esprit ouvert, » dit-elle finalement, «
mais j'ai besoin de temps pour apprendre à vous connaître, pour comprendre quel genre d'homme vous êtes. J'ai pris une décision hâtive en acceptant d'épouser un homme que je n'avais jamais rencontré. Je ne veux pas refaire cette erreur. C'est juste, dit Quentin. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je suis un homme patient. Cette première nuit, Sarah resta allongée dans son lit étroit et écouta le vent faire claquer les volets, tandis que le feu dans la pièce principale mourait lentement pour ne devenir que des braises. Elle s'était attendue à se sentir effrayée ou mal à l'aise, seule dans une maison avec un homme étranger. Mais au lieu de cela, elle se sentit étrangement en sécurité. Il y avait quelque chose chez Quentin qui inspirait la confiance, une décence fondamentale qui se manifestait dans tout ce qu'il faisait. Elle pensa à sa proposition, à la possibilité de rester ici en permanence, et constata que l'idée ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avant l'aube au son de Quentin, qui bougeait dans la pièce principale, ravivant le feu et se préparant à sortir pour s'occuper des animaux. Elle s'habilla rapidement dans la pénombre et sortit le trouver, en train d'enfiler son lourd manteau. « Vous n'aviez pas à vous lever si tôt, dit-il en la voyant. « Si je veux gagner mon salaire, je dois apprendre la routine, répondit Sarah. Puis-je venir avec vous pour voir ce qu'il y a à faire? Quentin parut surpris mais content. Couvrez-vous bien, il fait un froid glacial dehors. Sarah s'enveloppa dans toutes les couches qu'elle possédait, y compris le châle que Margaret lui avait donné, et suivit Quentin dans l'obscurité de l'aube. Le froid était saisissant, lui coupant le souffle et lui faisant pleurer les yeux. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est, peignant la neige de nuances de gris et de rose. Dans la grange, Quentin lui montra comment nourrir et abreuver les chevaux, comment mesurer le grain et jeter le foin. Il avait 6 chevaux au total. Les 2 animaux de trait qui tiraient le chariot, 2 chevaux de selle et 2 animaux plus jeunes qui l'entraînaient. C'étaient de belles créatures, et Sarah se sentit attirée par une jument douce avec une flamme blanche sur le visage. « C'est Daisy, dit Quentin, remarquant son intérêt. « C'est le cheval le plus doux que j'ai jamais eu. Vous pourrez la monter si vous voulez, une fois que le temps s'améliorera. » De la grange, ils passèrent au poulailler, où une douzaine de poules se blottissaient les unes contre les autres pour se réchauffer. Sarah leur jeta du grain et ramassa 4 œufs qu'elle glissa soigneusement dans les poches de son tablier. Ensuite, il y avait 2 vaches laitières à soigner, et Quentin lui montra comment en tirer le plus de lait possible, tout en évitant que ses mains ne gèlent. Au moment où ils terminèrent les corvées du matin et retournèrent à la maison, les doigts et les orteils de Sarah étaient engourdis malgré ses couches de vêtements, et ses joues semblaient brûlées par le vent. Mais elle ressentait aussi un sentiment d'accomplissement. C'était un vrai travail, un travail nécessaire, et elle pouvait le faire. Elle prépara le petit déjeuner avec les œufs qu'elle avait ramassés, ainsi qu'un peu de pain qu'elle trouva enveloppé dans un tissu. C'était loin d'être le meilleur repas qu'elle ait jamais préparé, mais Quentin mangea avec une appréciation évidente, et cela la réchauffa intérieurement. « Vous allez très bien vous en sortir, » dit-il en se reculant de la table. « Je dois aller voir le bétail aujourd'hui. Ils sont dans le pâturage sud, à environ 3 kilomètres d'ici. Je devrais être de retour en milieu d'après-midi. Est-ce que ça ira toute seule? » « Bien sûr, » dit Sarah, bien qu'elle ressente une petite pointe de nervosité à l'idée d'être seule dans cet endroit isolé. « Je vais faire un peu de ménage et faire l'inventaire des provisions dont nous avons besoin. » Après le départ de Quentin, Sarah se lança dans le nettoyage de la maison avec acharnement. Il était clair qu'aucune main de femme n'avait touché l'endroit depuis des mois. La poussière recouvrait toutes les surfaces, les sols étaient sales, et quand elle tira les rideaux, elle trouva les fenêtres si sales que presque aucune lumière ne passait. Elle fit chauffer de l'eau sur le poêle et frotta jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, trouvant une étrange satisfaction à mettre de l'ordre dans le chaos. Dans l'après-midi, elle prépara de la pâte à pain et la mit à lever près du feu, puis se tourna vers la lessive. Elle trouva une pile de vêtements de Quentin qui avaient besoin d'être lavés, et bien que cela semble intime de manipuler ses effets personnels, elle se rappela que c'était son travail maintenant. Elle était de la gouvernante. C'était ce que faisaient les gouvernantes. Quentin revint juste au moment où le soleil d'hiver commençait à se coucher, apportant avec lui une nouvelle bouffée d'air glacial. Il s'arrêta juste à l'intérieur de la porte et regarda autour de lui avec un étonnement évident. « Mon Dieu, dit-il, je reconnais à peine l'endroit. Sarah,
Vous n'aviez pas à faire tout ça en un seul jour. Je le voulais, dit simplement Sarah. Il fallait le faire. Au dîner ce soir-là, Quentin lui raconta qu'il avait trouvé le bétail en bonne santé malgré le froid et qu'il avait vu une meute de loups au loin. Sarah lui parla de la découverte d'un nid de souris dans le garde-manger et de la guerre qu'elle leur avait menée avec des pièges et de la détermination. Ils tombèrent dans un rythme de conversation facile, comme de vieux amis plutôt que de quasi-inconnus, et Sarah se surprit à rire des observations sèches de Quentin sur la vie au ranch. Les jours commencèrent à se fondre dans une routine épuisante mais satisfaisante. Sarah se levait tôt, aidait aux corvées du matin, cuisinait et nettoyait toute la journée, et tombait dans son lit chaque soir trop fatigué pour rêver. Quentin était invariablement poli et respectueux, ne dépassant jamais les limites de la bienséance. Mais Sarah commença à remarquer de petites choses chez lui. La façon dont il s'assurait toujours qu'elle ait la chaise la plus proche du feu. Comment il avait commencé à laisser des fleurs sauvages sur la table de la cuisine, même s'il trouvait quoi que ce soit qui pousse dans le paysage gelé, devait demander un effort considérable. La douceur de sa voix quand il lui parlait, comme si elle était quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Elle commença aussi à remarquer ses propres réactions. La façon dont son cœur se soulevait quand elle l'entendait revenir à la maison après avoir travaillé dehors. Comment elle se surprenait à prendre un soin particulier de son apparence, à attacher ses cheveux plus soigneusement et à porter sa meilleure robe même pour le travail de tous les jours. La chaleur qui se propageait dans sa poitrine quand il souriait à quelque chose qu'elle disait. 2 semaines après son arrivée, un blizzard frappa. Sarah avait connu des tempêtes d'hiver à Boston, mais rien de tel. Le vent hurlait comme une chose vivante, et la neige tombait si épaisse et si vite qu'elle ne pouvait pas voir la grange depuis les fenêtres de la maison. Quentin fit les corvées du matin seul, refusant de la laisser sortir dans des conditions aussi dangereuses. Quand il revint enfin à la maison, son visage était rouge et à vif à cause du vent, de la glace croûtant ses sourcils et sa barbe. « Je n'ai jamais vu ça aussi mauvais, » dit-il alors que Sarah l'aidait à enlever son manteau gelé. « Nous allons être coincés à la maison pendant au moins un jour, peut-être 2. » Être piégés à l'intérieur ensemble semblait différent, d'une certaine manière. La maison parut soudain plus petite, l'atmosphère plus intime. Ils jouèrent aux cartes pour passer le temps, et Quentin lui apprit un jeu qu'il avait appris d'autres cow-boys. Sarah lut à haute voix un de ses livres pendant que Quentin réparait des harnais. Ils parlèrent de tout et de rien. Souvenirs d'enfance, plats préférés, ce qu'ils feraient s'ils avaient $1 million. À un moment donné, le feu baissa, et Quentin alla ajouter du bois. En passant derrière la chaise de Sarah, elle sentit sa main se poser légèrement sur son épaule un instant, un contact fugace qui envoya une décharge électrique à travers elle. Quand elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent et se maintinrent. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là, une reconnaissance de l'attirance qui s'était développée depuis le jour de leur rencontre. « Sarah, » dit Quentin doucement, et il y avait une question dans sa voix, dans ses yeux. « Oui, » put-elle à peine respirer. « Je sais que ça ne fait que 2 semaines. Je sais que j'ai dit que je vous donnerais du temps, et je le pensais, mais j'ai besoin que vous sachiez que j'ai des sentiments pour vous. De vrais sentiments. Vous avez apporté de la lumière et de la chaleur à cette maison, à ma vie, et je ne sais pas comment je vais le supporter si vous décidez de partir au printemps. » Sarah se leva lentement, le cœur battant. « J'ai aussi des sentiments pour vous, » admit-elle. « Je ne m'y attendais pas. Je pensais que je ne ferais que travailler ici, économiser de l'argent, mais au lieu de cela, je me surprends à penser à vous constamment, à me demander ce que vous faites quand vous êtes dehors, à attendre les repas avec impatience parce que cela signifie passer du temps en votre compagnie. » Quentin tendit la main et lui prit doucement le visage dans sa main rugueuse par le travail. « Puis-je vous embrasser? » Sarah hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix, puis ses lèvres furent sur les siennes, douces mais fermes, interrogeant et répondant en même temps. Elle avait déjà été embrassée, des baisers chastes de garçon aux fesses de l'église, mais rien de tel. Ce baiser était comme un retour à la maison, comme trouver quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux fort. Quentin posa son front contre le sien. « Épousez-moi, dit-il, pas parce que vous avez besoin d'un foyer ou parce que j'ai besoin d'une gouvernante. Épousez-moi parce que je suis en train de tomber amoureux de vous
et que je veux passer le reste de ma vie à vous rendre heureuse. Oui, murmura Sarah. Oui, je vous épouserai. Le blizzard fit rage pendant un autre jour et une autre nuit, mais à l'intérieur de la maison, tout avait changé. Ils ne firent rien d'inconvenant, mais l'air entre eux vibrait de possibilités. Ils se tenaient de la main en étant assis près du feu. Quentin l'embrassa à nouveau, puis encore, chaque baiser plus confiant que le précédent. Sarah se sentait comme si elle brillait de l'intérieur, chaude malgré le monde gelé au-delà des murs. Quand la tempête se calma enfin, le monde extérieur s'était transformé en un pays des merveilles cristallins. La neige s'était accumulée par endroits à des hauteurs plus grandes qu'un homme, et le soleil se reflétant sur tout ce blanc était presque aveuglant. Quentin dut creuser un chemin juste pour atteindre la grange, et Sarah regarda par la fenêtre, s'émerveillant de sa force alors qu'il maniait la pelle sans relâche. Dès que les routes furent praticables, ils se rendirent à Nebraska City pour voir le pasteur. Margaret Foster faillit pleurer de joie quand ils lui annoncèrent la nouvelle, et elle insista pour fermer le magasin afin qu'elle et son mari puissent servir de témoins au mariage. La cérémonie fut simple, célébrée dans la petite église au bord de la ville, avec seulement eux 4 présents. Sarah portait sa meilleure robe en laine bleu foncé qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, et Quentin portait son unique costume soigneusement brossé et repassé pour l'occasion. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Quentin prit Sarah dans ses bras et l'embrassa avec une tendresse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Elle était mariée. Elle avait un mari, un foyer, un endroit où elle avait sa place. Le voyage qui avait commencé dans le désespoir l'avait d'une manière ou d'une autre mené à ce moment de bonheur parfait. Cette nuit-là, dans la maison qui était maintenant vraiment la sienne, Sarah et Quentin consommèrent leur mariage. Il fut doux avec elle, patient avec sa nervosité. Et quand ce fut terminé, Sarah reposa dans ses bras, se sentant chérie et complète. C'était ça le mariage, pensa-t-elle. Ce partenariat, cette intimité, ce sentiment de 2 âmes s'unissant pour affronter tout ce que le monde pourrait leur apporter. Le reste de l'hiver passa dans un brouillard de bonheur. Sarah en apprit davantage sur la gestion du ranch, gagnant en confiance dans ses capacités. Quentin lui apprit à monter à cheval correctement, la mettant sur la douce Daisy et la guidant dans l'enclos jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre. Ils parlèrent de leurs projets pour l'avenir, d'agrandir le troupeau et peut-être de construire une extension à la maison. Ils firent de l'amour avec une passion croissante à mesure que la timidité de Sarah s'estompait et qu'elle découvrait le plaisir que son corps pouvait donner et recevoir. Fin février, Sarah réalisa que ses règles n'étaient pas venues. Elle attendit d'une autre semaine pour être sûre, puis le dit à Quentin un soir après le dîner. Il la fixa un moment comme s'il ne pouvait pas tout à fait comprendre les mots, puis un sourire se répandit sur son visage, si large et si lumineux qu'il lui coupa le souffle. « Un bébé », dit-il presque avec révérence. « Nous allons avoir un bébé. »« Es-tu heureux ?» demanda Sarah, ayant besoin de l'entendre le dire. « Heureux, Sarah? Je suis aux anges. J'ai hâte de te voir t'arrondir avec notre enfant, de tenir notre fils ou notre fille dans mes bras. Tu m'as déjà tant donné, et maintenant ça. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Alors que l'hiver commençait enfin à relâcher son emprise et que les premiers signes du printemps apparaissaient, Sarah avait l'impression de s'épanouir en même temps que le monde autour d'elle. La neige fondait en ruisseaux impétueux, révélant une herbe morte qui deviendrait bientôt verte. Quentin trouva les premières fleurs sauvages de la saison, de minuscules crocus violets poussant à travers le sol à moitié gelé, et les lui apporta comme des trésors. Les oiseaux revinrent de leur migration vers le sud, remplissant l'air de chants. La grossesse de Sarah avançait lentement mais sûrement. En mars, elle avait développé un petit ventre que Quentin aimait caresser de sa main, pendant qu'ils étaient allongés ensemble la nuit. Elle se sentait souvent fatiguée, et certains matins, elle avait du mal à garder son petit déjeuner. Mais dans l'ensemble, elle n'avait jamais été en meilleure santé, ni plus heureuse. En avril, avec le printemps véritablement installé, Quentin la surprit en ramenant une jeune femme de la ville. Elle s'appelait Emily. C'était la fille d'un fermier qui traversait une période difficile, et Quentin l'avait engagée pour aider aux tâches ménagères et pour tenir compagnie à Sarah à mesure que sa grossesse avançait. « Tu as besoin de quelqu'un ici pendant la journée pendant que je travaille », expliqua-t-il.
surtout à mesure que tu avances dans ta grossesse. Emily est une bonne fille, travailleuse, et sa famille a besoin de l'argent. Sarah fut touchée par sa prévenance, et Emily se révéla être une excellente compagnie. Elle avait 18 ans, était joyeuse et capable, avec une énergie apparemment inépuisable. Avec son aide, Sarah put s'attaquer au nettoyage de printemps et préparer la maison pour l'arrivée du bébé. Elles frottèrent chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille, aérèrent tout le linge de maison et commencèrent à coudre de minuscules vêtements et couvertures pour l'enfant à venir. En mai, la grossesse de Sarah était évidente pour quiconque la regardait. Son ventre s'était considérablement arrondi et elle pouvait sentir le bébé bouger à l'intérieur d'elle. De petits battements qui devinrent progressivement des coups de pied et des coups de poing plus forts. Quentin était fasciné par cela, passant de longues soirées avec sa main sur son ventre, sentant leur enfant bouger et se retourner. « J'espère que c'est une fille qui te ressemble, » dit-il un soir. « J'espère que c'est un garçon qui grandira fort et capable comme son père, » rétorqua Sarah. « Tant que le bébé est en bonne santé, peu m'importe, » dit Quentin sérieusement, bien que je doive admettre que l'idée d'une petite fille à gâter est terriblement séduisante. Le ranch prospérait grâce à leurs efforts combinés. Le bétail avait survécu à l'hiver en bon état. Plusieurs juments avaient une poulinée et le potager que Sarah avait planté était déjà prometteur. Ils avaient même acquis quelques cochons qui, selon Quentin, fourniraient de la viande pour l'hiver et un revenu en vendant le surplus. Tout semblait se mettre en place exactement comme il le fallait. Fin de mai, Quentin rentra un soir avec la nouvelle qu'une famille de pionniers s'était installée sur des terres à environ 5 kilomètres à l'ouest de leur ranch. Le mari s'appelle James Fletcher, rapporta Quentin. Il a une femme et 3 jeunes enfants. Ils ont l'air de bonnes personnes et ce sera agréable d'avoir des voisins. Je les ai invités à dîner dimanche. La famille de Fletcher arriva le dimanche après-midi, conduisant un chariot qui avait connu des jours meilleurs. James Fletcher était un homme mince, à l'air fatigué, dans la trentaine, mais sa femme Martha avait un visage aimable et un sourire chaleureux. Leurs enfants, 2 garçons et une fille âgés de 4 à 10 ans, étaient d'abord très timides, mais se déridèrent rapidement lorsque Sarah leur offrit des biscuits frais. Pendant le dîner, les adultes parlèrent de culture, de bétail et des défis de la vie à la frontière. Les yeux de Martha ne cessaient de dériver vers le ventre de femme enceinte de Sarah. Et finalement, elle dit « Vous êtes due pour quand ?»« Fin juillet ou début août, pense le docteur, » dit Sarah. « Ma plus jeune a 4 ans maintenant, et je dois admettre que ça me manque d'avoir un bébé à la maison, » dit Martha avec nostalgie. « Si vous avez besoin d'aide le moment venu, envoyez simplement votre mari me chercher. J'ai mis au monde 3 des miens et aidé pour une demi-douzaine d'autres. Je serai heureuse de vous aider. »« J'apprécierais beaucoup, » dit Sarah chaleureusement. Elle s'était inquiétée de l'accouchement, de n'avoir que le médecin de la ville qui pourrait ne pas arriver au ranch à temps. Avoir une autre femme à proximité qui comprenait ce qu'elle allait traverser était un soulagement énorme. Les Fletcher devinrent des visiteurs réguliers et Sarah chérissait l'amitié de Martha. Cela lui rappelait Boston, d'avoir des voisins avec qui bavarder et partager des recettes. Emily s'entendait bien avec les enfants Fletcher et souvent, ils jouaient tous dehors pendant que les adultes parlaient. Juin arriva avec un soleil chaud et des pluies occasionnelles qui faisaient tout pousser à une vitesse presque visible. Le jardin de Sarah s'épanouit, fournissant des légumes frais qui avaient le goût du paradis après un hiver d'aliments en conserve. Elle passait des heures chaque jour à s'occuper de ses plantes, à désherber et à arroser, avec Emily travaillant à ses côtés, et Quentin s'arrêtant dès qu'il le pouvait pour prendre de ses nouvelles. La grossesse de Sarah rendait les tâches quotidiennes plus difficiles. Elle se fatiguait facilement, son dos lui faisait constamment mal et ses chevilles enflaient le soir. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi contente. C'était la vie qu'elle avait espérée en quittant Boston, même si elle était arrivée de manière inattendue. Elle avait un mari qui l'aimait, une maison qui était vraiment la sienne, de bons amis et un bébé en route. Que pouvait demander de plus une femme? Début juillet, alors que la date d'accouchement de Sarah approchait, Quentin devint de plus en plus protecteur. Il planait constamment, s'inquiétant qu'elle travaille trop ou ne se repose pas assez. Sarah trouvait cela à la fois touchant et parfois irritant, bien qu'elle essaie d'être patiente avec lui. « Tout ira bien », lui dit-elle un soir alors qu'il s'était agité autour d'elle pour la 10e fois de la journée. « Les femmes ont des bébés depuis la nuit des temps.
Je suis en bonne santé et forte, et Martha sera là pour aider. Je sais, dit Quentin, mais il avait l'air inquiet quand même. Je ne supporte tout simplement pas l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Tu es tout pour moi, Sarah. Tout. Elle le serra contre elle et l'embrassa doucement. Rien ne va m'arriver. Dans quelques semaines, nous aurons un bébé et notre famille sera complète. Il s'avéra que le bébé avait d'autres idées sur le calendrier. Le 15 juillet, 3 semaines avant la date prévue de Sarah, elle se réveilla aux petites heures du matin avec une douleur aiguë à l'abdomen. Elle resta immobile un instant, se demandant si elle avait juste mal dormi. Mais une autre douleur vint, plus forte cette fois, et elle sut. « Quentin, dit-elle en lui secouant l'épaule. « Quentin, réveille de quoi? Le bébé arrive. » Il fut hors du lit instantanément, les yeux écarquillés de panique. « Maintenant? Mais c'est trop tôt. Dois-je aller chercher le docteur? Dois-je aller chercher Martha? De quoi as-tu besoin? » Malgré sa peur, Sarah fait y rire de son expression. « Envoie Emily chercher Martha. Le bébé se fiche que ce soit tôt. Il arrive que nous soyons prêts ou non. » Les heures suivantes furent un tourbillon de douleur et d'effort. Martha arriva et prit les choses en main avec une efficacité calme, en voyant Quentin hors de la pièce malgré ses protestations. Emily entretint le feu, fit bouillir de l'eau et apporta des serviettes propres. Sarah travailla toute la matinée et jusqu'à l'après-midi, poussant quand Martha lui disait de pousser, haletant quand on lui disait de se reposer, ayant l'impression que son corps était en train d'être déchiré. Juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir supporter un instant de plus, Martha dit « Encore une poussée, Sarah. Encore une, et ton bébé sera là. » Sarah rassembla chaque once de force qui lui restait et poussa de toutes ses forces. Elle sentit une vague de soulagement, entendit un faible vagissement, puis Martha riait et pleurait en même temps. « C'est un garçon, » annonça Martha, tenant un minuscule nourrisson se tortillant, couvert de sang et de vernix. Un beau bébé en pleine santé. Sarah retomba contre les oreillers, épuisée et exaltée, et regarda Martha nettoyer le bébé et l'envelopper dans une couverture douce. Puis le nourrisson fut placé dans ses bras, et Sarah baissa les yeux sur le visage rouge et ridé de son fils, et sentit son cœur se gonfler d'un amour si écrasant qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. « Laissez-moi aller chercher votre mari, » dit doucement Martha. « Il fait les 100 pas dehors. » Quentin fait irruption dans la pièce quelques instants plus tard, le visage pâle et tiré par l'inquiétude. Mais quand il vit Sarah tenant leur fils, le soulagement et la joie transformèrent son expression. Il vint s'agenouiller à côté du lit, tendant un doigt pour caresser doucement la joue du bébé. « Un fils ?» dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Nous avons un fils. »« Comment devrions-nous l'appeler ?» demanda Sarah. Quentin resta silencieux un moment, étudiant le visage du bébé. « Mon frère, qui est mort à Shiloh, s'appelait Thomas. J'aimerais nommer notre fils d'après lui, si vous êtes d'accord. Thomas Quentin Barrett. »« Thomas, » répéta doucement Sarah. « C'est parfait. » Le petit Thomas était petit mais en bonne santé, et il se mit à téter avec une vigueur qui fit hocher la tête de Martha avec approbation. « C'est un battant, celui-là. Être né en avance ne semble pas lui avoir fait de mal. » Au cours des semaines suivantes, Sarah et Quentin s'adaptèrent à la vie de parents. Thomas demandait à être nourri toutes les quelques heures, jour et nuit, et Sarah se promenait dans un état d'épuisement constant. Mais chaque fois qu'elle regardait le petit visage de son fils, chaque fois que Quentin tenait le bébé avec un amour et une fierté si évidents, elle savait que tout cela en valait la peine. Quentin se révéla être un père dévoué. Il changeait les couches sans se plaindre, faisait les 100 pas avec Thomas quand il était agité, et lui chantait des chansons d'une voix de baryton étonnamment bonne. Sarah se réveillait souvent la nuit pour trouver Quentin déjà debout, tenant leur fils et lui parlant de chevaux, d'élevage et de toutes les choses qu'ils feraient ensemble quand Thomas serait plus grand. Alors que l'été avançait vers l'automne, Thomas devint plus fort et plus alerte. Il commença à sourire en réponse au visage de ses parents, un sourire édenté qui faisait fondre leur cœur. Il suivait les mouvements avec ses yeux, fasciné par le jeu de la lumière et de l'ombre. Il avait les yeux bleus de Quentin et le nez de Sarah, et tous ceux qui le voyaient le déclaraient le plus beau bébé jamais né. La récolte de cette année-là fut abondante. Le jardin de Sarah produisit plus de légumes qu'il ne pouvait en manger,
Alors elle passa des jours à faire des conserves pour l'hiver. Emily aidait avec le bébé pendant que Sarah travaillait, et souvent Martha venait avec ses enfants pour aider à la récolte. Elle formait une chaîne de femmes et d'enfants, riant et parlant pendant qu'elles travaillaient, et Sarah pensa à quel point c'était différent du désespoir solitaire qu'elle avait ressenti à son arrivée à Nebraska City. En septembre, Quentin vendit plusieurs têtes de bétail et 3 des chevaux qu'il avait dressés, gagnant plus d'argent qu'il ne l'avait prévu. Ce soir-là, après que Thomas se fut endormi dans son berceau, Quentin s'assit avec Sarah à la table de la cuisine. J'ai réfléchi, dit-il, à l'avenir, à ce que nous voulons pour notre famille. Avec l'argent de la vente, nous avons assez pour faire quelques améliorations. Je pourrais construire une extension à la maison, nous donner plus d'espace, ou je pourrais l'utiliser pour acheter plus de bêtes de reproduction, développer l'exploitation. Qu'en penses-tu? Sarah réfléchit. Que veux-tu faire? Je veux ce qui te rendra la plus heureuse, dit Quentin. C'est aussi ta maison, ton ranch. Nous sommes partenaires dans tout ça. Sarah sentit une vague d'amour pour cet homme qui appréciait son opinion, qui la voyait comme une égale plutôt que comme une simple épouse à diriger. Je pense que nous devrions faire les deux, dit-elle lentement. Utiliser une partie de l'argent pour la maison, une partie pour le bétail. Nous avons un fils maintenant, et si Dieu le veut, nous aurons d'autres enfants. Nous avons besoin d'espace pour une famille qui s'agrandit, mais nous devons aussi continuer à développer le ranch pour pouvoir subvenir aux besoins de cette famille. Quentin sourit. Cela ressemble à un compromis parfait. Tu es une femme sage, Sarah Barrett. J'ai appris d'un homme sage, répondit-elle, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Les travaux de l'extension de la maison commencèrent en octobre, entre la récolte et les premières tempêtes d'hiver. Quentin engagea 2 hommes de la ville pour aider à la construction. Et lentement, une nouvelle aile prit forme, ajoutant 2 chambres supplémentaires et un petit salon. Sarah observait les progrès avec satisfaction, imaginant de futurs enfants jouant dans ces pièces, imaginant des réunions de famille dans l'espace agrandi. Thomas continuait de grandir et de s'épanouir. À ses 6 mois en janvier, c'était un bébé joufflu et joyeux qui riait facilement et commençait tout juste à essayer de s'asseoir seul. Sarah avait du mal à croire combien de temps s'était écoulé depuis ce jour désespéré où elle était arrivée à Nebraska City en tant qu'épouse par correspondance abandonnée. Cette jeune fille effrayée semblait être une personne différente maintenant. Sarah était devenue plus forte, plus confiante, plus ancrée. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Février apporta une autre violente tempête d'hiver, mais cette année, Sarah n'eut pas peur. La maison était chaude et bien approvisionnée. Quentin était expérimenté dans la gestion du ranch par temps difficiles, et Thomas les divertissait tous les deux avec ses singeries. Sarah lui apprit à jouer à Tape Main, et ses rires ravis remplissaient de la maison de joie. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu après avoir couché Thomas, Quentin dit « Regrettes-tu parfois d'être venu dans l'Ouest, d'avoir fini avec moi au lieu de l'homme que tu devais épouser ?» Sarah le regarda avec surprise. « Le regretter, Quentin. T'épouser a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oui, les circonstances étaient difficiles et effrayantes au début, mais si Quentin Barlow avait vécu, je l'aurais épousé et j'aurais probablement été assez contente. Je n'aurais jamais su ce que c'était que d'être vraiment, profondément aimé comme tu m'aimes. Je n'aurais jamais su ce que nous avons ensemble. Alors non, je ne regrette pas un seul instant. Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu dans le magasin de Margaret. Admet Quentin. Tu avais l'air si courageuse et si perdue en même temps, et quelque chose dans ma poitrine s'est juste serré. Je me suis dit que j'étais juste pratique, en t'offrant un travail. Mais la vérité, c'est que j'ai su à ce moment-là que je te voulais pour femme. Je t'aurais courtisé correctement si les circonstances l'avaient permis, mais je ne suis pas désolé que nous nous soyons retrouvés ensemble rapidement. Chaque jour avec toi a été un cadeau. Sarah quitta sa chaise pour s'installer sur ses genoux, faisant attention de ne pas déranger Thomas, qui dormait dans son berceau tout près. « Je t'aime, dit-elle simplement, plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer une autre personne. » Ils s'embrassèrent longuement et profondément, et Sarah sentit le désir s'allumer en elle. Cela faisait des mois qu'ils n'avaient pas fait l'amour, entre les derniers stades de sa grossesse et les premières semaines épuisantes avec un nouveau-né. Mais Thomas dormait maintenant de plus longues périodes la nuit,
et Sarah se surprenait à désirer son mari avec une intensité qui la surprenait. Quentin sembla sentir son humeur car il se leva avec elle toujours dans ses bras et la porta jusqu'à leur chambre. Ils firent de l'amour tranquillement, conscients de leur fils endormi dans la pièce voisine, mais avec non moins de passion malgré la nécessité de la discrétion. Après, allongée dans les bras de Quentin, Sarah se sentit totalement comblée. Le printemps revint, le deuxième printemps de Sarah au ranch, et avec lui vinront le renouveau et la croissance. La nouvelle extension de la maison était terminée, et Sarah se délectait à arranger les meubles et à accrocher des rideaux dans les nouveaux espaces. Thomas commença à ramper, se fourrant partout avec la curiosité intrépide d'un bébé en bonne santé. Le ranch accueillit de nouveaux veaux et poulains, et Quentin passa de longues journées à dresser des chevaux, à réparer des clôtures et à accomplir les 1000 tâches qui accompagnaient le printemps. En avril, Sarah réalisa qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, il n'y avait ni peur ni incertitude, juste une joie tranquille. Elle le dit à Quentin un soir après le dîner, et il la souleva dans ses bras et la fit tourner malgré ses protestations qu'elle était trop lourde. « Un autre bébé, dit-il, la reposant et plaçant sa main sur son ventre encore plat. Notre famille continue de s'agrandir. « Es-tu contente? » demanda Sarah, bien qu'elle puisse voir la réponse sur son visage. « Contente, Sarah? Je suis aux anges. Je veux une douzaine d'enfants si tu es d'accord. Je veux que cette maison soit remplie de rire, de bruit et de vie. Commençons par 2 et voyons comment nous nous en sortons, dit Sarah en riant. Cette grossesse fut plus facile que la première. Sarah savait à quoi s'attendre maintenant, et elle était plus forte après une année de travail au ranch. Elle continua ses activités régulières jusqu'à son 6e mois, jardinant, cuisinant et s'occupant de Thomas avec l'aide d'Emily. Martha Fletcher venait régulièrement et les deux femmes passaient des heures à parler d'enfants, de mari et des défis de la vie à la frontière. En été, le ventre de Sarah était rond et proéminent, et Thomas venait de fêter son premier anniversaire avec une petite fête en présence de la famille Fletcher et de quelques autres voisins avec qui les Barrett s'étaient liés d'amitié. Il marchait maintenant, se dandinant dans la maison et touchant à tout, tenant Sarah constamment occupée. « Je vais avoir les mains pleines avec 2, dit Sarah à Quentin un soir alors qu'il regardait Thomas essayer de grimper sur une chaise. « Tu t'en sortiras magnifiquement, l'assura Quentin. Tu es une mère née, et j'aiderai autant que je le pourrai. » Le deuxième bébé, un autre garçon qu'ils nommèrent Jonathan, arriva en novembre. Le travail fut plus rapide que la première fois, et en fin d'après-midi, Sarah tenait son fils nouveau-né, tandis que Thomas le regardait avec une curiosité évidente. Jonathan était plus petit que Thomas, avec une tignasse de cheveux sombres et des yeux verts qui, selon Sarah, pourraient foncer vers le noisette en grandissant. « 2 fils, dit Quentin, regardant sa famille avec un tel amour que la gorge de Sarah se serra d'émotion. « Je suis l'homme le plus riche du Nebraska. » Cet hiver fut difficile avec 2 jeunes enfants, mais il fut aussi rempli de moments de pur bonheur. Thomas apprit à parler en phrases courtes, appelant maman, papa et bébé avec le même enthousiasme. Jonathan se révéla être un bébé facile, content de téter, de dormir et de regarder le monde avec ses grands yeux verts. Quentin continua d'être un père impliqué, prenant en charge les enfants dès qu'il était à la maison pour que Sarah puisse se reposer. Au printemps de 1879, 3 ans après l'arrivée de Sarah à Nebraska City, le ranch des Barrett était bien établi et prospère. Ils avaient considérablement agrandi leur troupeau de bétail et la réputation de Quentin en tant que dresseur de chevaux s'était répandue dans tout le territoire. Des gens venaient d'aussi loin qu'Omaha pour acheter les animaux qu'il avait dressés. La maison avait été de nouveau agrandie pour accueillir leur famille grandissante et Sarah avait planté des arbres fruitiers qui donneraient des pommes et des poires dans quelques années. Thomas avait presque 2 ans, un petit garçon robuste avec les yeux bleus de son père et la détermination têtue de sa mère. Jonathan avait 6 mois, commençant à s'asseoir seul et à babiller des proto-mots. Sarah n'était pas enceinte pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, et elle appréciait d'avoir son corps pour elle seule à nouveau, du moins pour un temps. Un soir de mai, après que les 2 garçons se furent enfin endormis et que la maison fut calme, Sarah et Quentin s'assirent sur le porche et regardèrent le soleil se coucher.
Le ciel était peint de nuances de rose et d'or, et une brise chaude portait l'odeur des plantes en croissance. Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Demanda Sarah. Chaque détail, dit Quentin. Tu portais une robe bleu foncé et tu avais l'air absolument terrifié. J'ai pensé que tu étais la femme la plus courageuse que j'ai jamais vue, venant de si loin pour épouser un étranger. J'étais terrifié, amie Sarah. Quand Margaret m'a dit que Quentin Barlow était mort, j'ai cru que ma vie était finie. Je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner. Et puis tu es entré et tu m'as offert de l'espoir. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit Quentin en la serrant contre lui. Tu m'as donné tout ce que j'ai toujours voulu, Sarah. Un foyer qui est vraiment un foyer, pas juste une maison. Des enfants pour continuer après moi. Un but, de la joie et de l'amour. Je remercie Dieu chaque jour pour cette tempête d'hiver qui t'a amené à Nebraska City. Sarah posa sa tête sur son épaule, se sentant paisible et contente. Tu sais ce que je préfère? C'est que nous pouvons continuer à faire ça. Continuer à construire notre vie ensemble, à regarder nos enfants grandir, à affronter tous les défis qui se présentent. Nous avons des décennies devant nous, si Dieu le veut. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble, dit fermement Quentin. C'est ça le mariage. Des partenaires à travers tout. Les années qui suivirent prouvèrent la vérité de ces paroles. Il y eut des défis, bien sûr. Une sécheresse en 1880 qui mit leurs ressources à rude épreuve. Thomas se cassa le bras en tombant de cheval à l'âge de 4 ans, causant à Quentin et Sarah des nuits blanches d'inquiétude. La naissance difficile de leur troisième enfant, une fille nommée Rose, arriva en 1881. Elle devint immédiatement la prunelle des yeux de son père. Mais il y eut aussi des triomphes. Le ranch s'agrandit jusqu'à devenir l'un des plus prospères du comté. Thomas commença l'école et se révéla être un élève rapide. Jonathan développa un don avec les animaux qui rivalisait avec celui de son père. Rose devint une petite fille pleine d'entrain qui pouvait monter à cheval aussi bien que ses frères et insistait pour être incluse dans tout ce qu'il faisait. En 1885, les Barrett étaient une institution dans la communauté. Quentin siégeait au conseil municipal, aidant à prendre des décisions sur le financement des écoles et l'amélioration des routes. Sarah avait créé une société de bienfaisance pour femmes qui aidait les familles dans le besoin, se souvenant de ses propres circonstances désespérées à son arrivée. Ils avaient eu un quatrième enfant, un autre fils nommé Michael, et étaient en bonne voie pour avoir la grande famille que Quentin avait dit vouloir un jour. La maison avait été agrandie 2 fois de plus et s'étendait maintenant confortablement sur un terrain généreux, avec un porche enveloppant où la famille se réunissait les soirs d'été. La grange avait été reconstruite et agrandie. Des clôtures s'étendaient sur des hectares de pâturage où paissaient le bétail et les chevaux. Le potager était devenu un verger et une parcelle substantielle qui produisait assez de nourriture pour la famille et un surplus à vendre en ville. Emily s'était mariée à un jeune fermier et avait déménagé dans sa propre ferme, mais elle et Sarah restèrent des amis proches. Les enfants de Martha Fletcher avaient grandi et maintenant son fils aîné courtisait une fille de la ville. La communauté qui avait semblé si étrangère et effrayante à Sarah les premiers jours était devenue sa maison dans tous les sens du terme. Un jour de fin de printemps, Sarah se tenait dans son jardin et regardait les terres du ranch. Elle avait 31 ans maintenant, mère de 4 enfants en bonne santé, épouse d'un homme qu'elle aimait plus chaque année. Ses mains étaient cailleuses par le travail, sa peau bronzée par des heures au soleil, et elle n'aurait changé absolument rien à sa vie. Quentin arriva derrière elle et l'enlaça par la taille, posant son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu? À tout le chemin que nous avons parcouru, » dit Sarah. À cette jeune fille effrayée qui est descendue de la diligence en plein hiver, certaine que sa vie était ruinée. Je n'aurais jamais pu imaginer finir ici, avec tout ça. Je l'ai su dès que je t'ai vu, dit Quentin. Je savais que tu étais assez forte pour construire une vie ici, assez courageuse pour tenter ta chance avec un cow-boy étranger, avec un petit ranch et de grands rêves. Tu m'as gardé au chaud ce premier hiver, dit Sarah, se tournant dans ses bras pour lui faire face. Pas seulement physiquement, bien que le feu et la maison aient certainement aidé, mais tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Tu m'as donné une raison de continuer. Tu m'as fait croire au printemps quand tout était gelé et mort. Et tu as apporté le printemps dans ma vie, répondit Quentin.
Avant que tu n'arrives, je ne faisais qu'exister, je vivais machinalement. Tu m'as appris ce que signifiait vraiment vivre, aimer, construire quelque chose qui comptait. Ils s'embrassèrent là dans le jardin, avec le soleil chaud sur leurs visages et le son de leurs enfants jouant au loin. C'était un moment parfait, un parmi des milliers qu'ils avaient partagés et des milliers d'autres qu'ils partageraient dans les années à venir. Ce soir-là, avec les 4 enfants enfin au lit après le chaos habituel du dîner, des bains et des histoires du soir, Sarah et Quentin s'assirent près du feu dans leur chambre. C'était devenu leur habitude au fil des ans, ce moment de calme ensemble après la fin du travail de la journée, où ils pouvaient simplement être l'un avec l'autre sans distraction. Thomas m'a demandé aujourd'hui si nous allions avoir d'autres bébés, dit Sarah en riant. Apparemment, il a compté et pense que 4, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda Quentin, les yeux pétillants. Je lui ai dit que c'était entre son père et moi et qu'il devait s'occuper de ses affaires. Il n'a que 9 ans, bien trop jeune pour s'inquiéter de telles choses. Mais qu'en penses-tu? Demanda Quentin plus sérieusement. Veux-tu d'autres enfants? Sarah réfléchit. Je suis contente de ce que nous avons. 4 enfants en bonne santé est une bénédiction que beaucoup de femmes envieraient. Mais si Dieu juge bon de nous en envoyer d'autres, je les accueillerai. Et toi? Je ressens la même chose, dit Quentin. Notre famille a exactement la bonne taille, qu'elle reste ainsi ou qu'elle s'agrandisse. Mon seul souhait est que tu restes en bonne santé et heureuse. Tout le reste est secondaire. Sarah alla s'asseoir sur ses genoux, ce qui était devenu plus difficile avec l'âge et le fait que ses enfants avaient rendu son corps plus doux et plus rond, mais Quentin la serra contre lui sans hésitation. « Sais-tu ce que j'aime le plus dans notre vie? » demanda-t-elle. « Dis-moi. » C'est qu'elle est à nous. Nous l'avons construite ensemble à partir de rien. Ce premier hiver, quand j'étais juste ta gouvernante, je m'allongeais dans mon lit la nuit et j'imaginais ce que ce serait si tu étais vraiment mon mari. J'imaginais que nous vieillirions ensemble, que nous élèverions des enfants, que nous construirions quelque chose de durable. Et maintenant, nous vivons ce rêve. Ce n'est pas toujours facile et ce n'est certainement pas toujours glamour, mais c'est réel et c'est à nous. Je t'aime, dit simplement Quentin. Je t'ai aimé depuis le début et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu es ma partenaire, ma meilleure amie, la mère de mes enfants et l'autre moitié de mon âme. Je t'aime aussi, murmura Sarah. Et puis il n'y eut plus de mots, juste eux deux se tenant dans les bras l'un de l'autre à la lueur du feu, en sécurité dans la vie qu'ils avaient construite et l'amour qui les soutenait à travers tout. Les années continuèrent de passer, marquées par le changement des saisons et la croissance de leurs enfants. Thomas devint grand et fort, ressemblant à son père tant par son apparence que par son tempérament. À 16 ans, il était déjà un cavalier et un ouvrier de ranch compétent, et il parlait sérieusement de reprendre le ranch un jour, quand Quentin serait prêt à prendre sa retraite. Jonathan, de 2 ans son cadet, était plus doux et plus réfléchi, avec l'amour de sa mère pour les livres et l'apprentissage. Il parlait de devenir vétérinaire, utilisant son don avec les animaux d'une manière différente de son père et de son frère. Rose, à 9 ans, était une force de la nature, intrépide et déterminée, qui pouvait monter à cheval aussi bien que ses frères, et insistait pour être incluse dans tout ce qu'il faisait. Michael, le plus jeune à 6 ans, cherchait encore sa place, mais montrait des signes d'avoir hérité du sens des affaires de son père, comptant et calculant toujours et posant des questions sur le coût des choses et l'argent qu'il gagnait. Sarah regardait parfois ses enfants et s'émerveillait de leurs différences, de la façon dont chacun avait sa propre personnalité et ses propres rêves. Elle et Quentin avaient créé ces êtres humains uniques, et les voir grandir et se développer était la plus grande joie de sa vie. À la fin des années 1880, les ranchs des Barrett étaient l'un des plus prospères de la région. Ils employaient 3 ouvriers de ranch à plein temps et de l'aide supplémentaire pendant les saisons chargées. La petite maison d'origine était devenue une demeure substantielle qui pouvait accueillir confortablement non seulement leur famille immédiate, mais aussi des invités et des parents éloignés lors de leur visite. Les terres elles-mêmes s'étaient étendues grâce à des achats stratégiques jusqu'à ce que le ranch couvre près de 800 acres. Mais ce n'était pas le succès matériel qui comptait le plus pour Sarah et Quentin. C'était la vie qu'ils avaient construite sur ces terres, la famille qu'ils avaient créée,
l'amour qui les soutenait dans les bons et les mauvais moments. Chaque matin, lorsque Sarah se réveillait au son des voix de ses enfants et de la respiration régulière de Quentin à côté d'elle, elle remerciait Dieu pour ce jour d'hiver où elle était descendue de la diligence vers un avenir incertain. Un jour particulièrement mémorable arriva à l'été de 1889, lorsque Thomas eut 13 ans. La famille avait prévu une célébration avec des amis et des voisins, y compris la famille Fletcher et plusieurs autres familles dont ils s'étaient rapprochés au fil des ans. C'était une journée d'été parfaite, chaude mais pas trop, avec une douce brise qui faisait murmurer les arbres. Après que le gâteau eut été mangé et les cadeaux ouverts, Sarah se retrouva un peu à l'écart de la foule, regardant sa famille et ses amis rire et parler. Kenton vint se tenir à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, comme il le lui avait demandé d'innombrables fois au cours des 13 années de leur mariage. « Je pense à quel point je suis reconnaissante, » dit Sarah. « Pour tout ça, pour toi, pour les enfants, pour la vie que nous avons construite. Ce premier hiver était si dur, si froid, si effrayant, mais tu m'as gardé au chaud, pas seulement avec des feux et des couvertures, mais avec ta gentillesse, ta patience, ton amour. Tu as fait venir le printemps plus tôt pour moi, et c'est le printemps dans mon cœur depuis lors. » Quentin se tourna pour lui faire face, lui prenant le visage dans ses mains comme il l'avait fait la première fois qu'il l'avait embrassé. Ses mains étaient plus burinées maintenant, son visage ridé par des années de soleil et de vent, mais ses yeux avaient toujours la même chaleur et le même amour qu'ils avaient montré lorsqu'il lui avait offert pour la première fois une place dans sa maison et dans sa vie. « Tu m'as sauvé aussi, » dit-il doucement. « Je ne savais même pas que j'étais seul jusqu'à ce que tu arrives et que tu me montres ce que signifiait avoir une vraie partenaire. Tu as rendu chaque jour plus lumineux, chaque défi plus facile à supporter. Quand je t'ai offert ce travail de gouvernante, je pensais te rendre service. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui m'as tout donné. » Ils restèrent là ensemble, les mains jointes, regardant leurs enfants jouer et leurs amis s'amuser, et Sarah pensa à quel point la vie pouvait être étrange et merveilleuse. Si quelqu'un lui avait dit ce jour-là dans la diligence, alors qu'elle voyageait vers ce qu'elle pensait être sa nouvelle vie avec Quentin Barlow, qu'elle finirait plutôt mariée à un autre Quentin et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé possible, elle ne l'aurait jamais cru. Mais parfois, les meilleures choses de la vie venaient d'endroits inattendus, de la prise de risque quand on avait peur, de l'ouverture de son cœur à des possibilités qu'on n'avait pas anticipées. Alors que le soleil commençait à se coucher ce soir-là, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, la fête se termina et les invités commencèrent à partir. Les enfants étaient épuisés d'avoir joué et Michael s'était endormi sur une couverture sous un arbre. Kenton souleva leur plus jeune fils avec précaution, le berçant contre sa poitrine, tandis que Sarah prenait la main de Rose. Thomas et Jonathan marchaient devant, encore pleins d'énergie malgré la longue journée. À l'intérieur de la maison, après que les enfants furent tous couchés et la cuisine nettoyée, Sarah et Quentin se retirèrent dans leur chambre. C'était devenu leur sanctuaire au fil des ans, un endroit où ils pouvaient se couper du reste du monde et simplement être ensemble. « Penses-tu parfois à ce qui se serait passé si Quentin Barlow n'était pas mort ?» demanda Sarah alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité. « Parfois, » admit Quentin, « mais j'en arrive toujours à la même conclusion. J'aurais été malheureux, et toi aussi. Non pas parce que Barlow était un homme mauvais, mais parce que nous ne nous serions jamais trouvés, et se trouver a été la meilleure chose qui soit arrivée à l'un comme à l'autre. »« D'accord, » dit doucement Sarah. « Je suis venu dans l'Ouest en quête de sécurité et d'un nouveau départ. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'amour, le vrai amour, celui qui fait que chaque jour vaut la peine d'être vécu. J'ai trouvé un partenaire qui me voit comme une égale, qui apprécie mes opinions et fait confiance à mon jugement. J'ai trouvé un homme qui n'a pas peur de montrer ses sentiments, qui dit à ses enfants qu'il les aime chaque jour, qui me fait me sentir chérie, même après 13 ans de mariage. J'ai trouvé une femme qui est courageuse, forte et résiliente, répondit Quentin, qui a affronté ses peurs et a construit une vie dans un endroit étrange, qui est une mère incroyable, une éleveuse compétente, un pilier de notre communauté, qui fait encore battre mon cœur plus vite quand elle me sourit à travers la table du dîner, qui est plus belle pour moi maintenant qu'elle ne l'était le jour de notre rencontre.
Ils firent l'amour cette nuit-là avec la familiarité confortable d'un long mariage, mais avec non moins de passion malgré les années qui les séparaient. Après, Sarah reposa la tête sur la poitrine de Quentin, écoutant son rythme cardiaque ralentir alors qu'il dérivait vers le sommeil. « Quentin, dit-elle doucement, merci de m'avoir gardé au chaud ce premier hiver, d'avoir fait venir le printemps plus tôt, de m'avoir aimé. Merci d'avoir choisi de rester, » murmura Quentin, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Merci d'avoir dit oui. Sarah sourit dans l'obscurité, se sentant complètement en paix. C'était là qu'elle avait sa place, dans cette maison, dans ce lit, dans les bras de cet homme. Elle était venue dans l'Ouest en tant qu'épouse par correspondance, s'attendant au devoir et à l'obligation. Au lieu de cela, elle avait trouvé la passion, le partenariat et un amour qui grandissait avec chaque année qui passait. Le ranch continua de prospérer dans les années 1890 et au début du nouveau siècle. Thomas finit par prendre en charge la gestion quotidienne de l'exploitation, permettant à Quentin de ralentir un peu, bien qu'il n'ait jamais complètement pris sa retraite. Jonathan alla à l'école vétérinaire à Omaha puis revint à Nebraska City pour ouvrir son cabinet, devenant le médecin des animaux le plus recherché de la région. Rose épousa un avocat de Lincoln et déménagea dans la capitale de l'État, mais elle rendait fréquemment visite avec sa propre famille grandissante. Michael surprit tout le monde en développant un intérêt pour la politique et finit par se présenter à la législature de l'État, remportant sa première élection à l'âge de 26 ans. Sarah et Quentin devinrent grands-parents, puis arrière-grands-parents, regardant leur arbre généalogique se ramifier et grandir. Ils célébrèrent leur 25e anniversaire de mariage avec une fête qui rassembla 3 générations de Barrett et remplit la maison d'amour et de rire. Ils marquèrent leur 40e anniversaire plus discrètement, juste tous les deux, retournant à l'endroit où Quentin l'avait embrassé pour la première fois et renouvelant leurs vœux en privé. Alors qu'ils entraient dans la soixantaine, ils ralentirent tous les deux un peu. Les articulations de Quentin lui faisaient mal les matins froids, rappel de toutes les années de dur labeur physique. Les cheveux de Sarah devinrent argentés et elle se déplaçait un peu plus lentement qu'auparavant. Mais leur amour l'un pour l'autre restait aussi fort que jamais. Peut-être même plus fort pour avoir traversé des décennies de joie et de chagrin, de triomphe et de tragédie, les défis quotidiens de la construction d'une vie ensemble. Un soir d'hiver, alors qu'ils étaient assis près du feu comme ils l'avaient fait d'innombrables autres soirs, Sarah regarda son mari et sentit son cœur se gonfler d'émotion. Il avait 70 ans maintenant, ses cheveux complètement blancs, son visage profondément ridé, mais pour elle, il était toujours le jeune homme fort qui lui avait offert de l'espoir quand elle n'en avait plus. « Je pensais justement, dit-elle, à ce premier hiver. Te souviens-tu à quel point j'avais peur? » « Je me souviens de tout, » dit Quentin en prenant sa main. « Je me souviens avoir pensé que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue, même avec ton visage tout rouge à cause du froid et la peur dans tes yeux. Je me souviens d'avoir voulu te protéger, prendre soin de toi, te faire sourire. Tu as fait tout ça et plus encore, dit Sarah. Tu m'as donné un foyer, une famille, un but. Tu m'as donné de l'amour. Je suis venu dans l'Ouest en quête de survie et au lieu de cela, j'ai trouvé une vie qui valait la peine d'être vécue. Nous l'avons trouvée ensemble, corrigea doucement Quentin. Aucun de nous n'aurait pu faire ça seul. Nous avions besoin l'un de l'autre. Sarah serra sa main, sentant les callosités familières et la peau burinée, la force qui restait malgré les années. « Je referai tout, dit-elle. Chaque moment, chaque défi, chaque joie, je te choisirai à chaque fois. »« Et je te choisirai, » répondit Quentin. « Depuis ce premier moment dans le magasin de Margaret jusqu'à mon dernier souffle, ça a toujours été toi. » Ils restèrent assis en silence confortable, regardant le feu se consumer jusqu'aux braises, en sécurité dans la certitude d'avoir construit quelque chose de durable. Leurs enfants s'épanouissaient, leurs petits-enfants grandissaient, et le ranch qui avait commencé comme le petit rêve de Quentin était devenu un héritage qui leur survivrait. Alors que le vent d'hiver hurlait dehors, tout comme il l'avait fait cette première nuit que Sarah passa dans la maison de Quentin, elle ne ressentit que de la chaleur. Pas seulement celle du feu, mais celle de l'amour qui l'entourait, de la famille qu'elle et Quentin avaient créée, de la vie qu'ils avaient construite ensemble contre vent et marée.
Elle était venue dans l'Ouest en tant qu'épouse par correspondance en hiver, désespérée et effrayée. Elle avait été gardée au chaud par un cow-boy aux yeux bienveillants et au cœur généreux. Et ensemble, ils avaient fait venir le printemps plus tôt, non pas une seule fois, mais chaque jour pendant plus de 40 ans. C'était la plus grande histoire d'amour que Sarah ait jamais connue, et c'était la sienne.